Merci beaucoup, on va commencer. Bienvenue et merci d'être ici parmi nous aujourd'hui. Je suis donc ravie de modérer cette table ronde aujourd'hui qui est organisée donc par Convergence et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est partenaire de l'événement, et autour de nos 4 panélistes ici présents. Avant de commencer, je précise que la session est enregistrée et diffusée sur la plateforme numérique de Convergence, que les interventions se feront en français et il y a une interprétation, je crois, en anglais, mais je ne suis pas sûre. Et qu'en principe, il y a des casques à votre disposition. Oui, c'est ça. Donc, durant 1h30, nous allons explorer ensemble les nouveaux modèles de l'innovation et de partenariat qui sont destinés à répondre aux défis du développement durable et de la lutte contre la pauvreté dans un contexte qui est assez complexe et de crise mondiale provoquée par la pandémie de la Covid-19, qui a mis en évidence les défis globaux qui concernent toutes les sociétés aujourd'hui et auxquels on doit faire face: les pandémies, la dégradation de la biodiversité, l'augmentation des inégalités, de la pauvreté, ou encore l'insécurité alimentaire. Aussi, cette crise nous rappelle évidemment avec force qu'il est nécessaire de mettre en œuvre une réponse collective et appropriée et coordonnée et de long terme pour répondre à ces défis. Nous aurons un échange avec nos 4 panélistes qui ont accepté de venir partager avec nous leur expérience et des projets ambitieux et prometteurs. Et vous aurez ensuite la possibilité, à l'issue de la discussion, de poser les questions que vous souhaitez. Donc, à cette table ronde, j'ai donc le plaisir d'accueillir Juliette Séban, ici présente, qui est directrice exécutive du Fonds d'innovation pour le développement. Corinne Bruno-Meunier, qui est directrice générale déléguée de l'Institut de recherche pour le développement. Bouna Khan, qui est directeur Afrique de l'entreprise solidaire Simplon. Françoise Cosson, qui est déléguée générale de la Fondation Orange et directrice mécénat et solidarité du groupe Orange. Pour ma part, je suis responsable du pôle financement du développement, innovation et partenariat au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et nous travaillons à promouvoir les innovations de toutes sortes, technologiques, numériques, sociales, méthodologiques et financières, au service d'un développement qui soit plus durable et plus inclusif. En introduction des échanges, je souhaiterais tout d'abord vous faire un point et dire un mot sur la rénovation actuelle de la politique de développement de la France, qui a franchi une étape importante cet été, avec la promulgation le 4 août dernier de la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, qui a été portée par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et qui a été votée définitivement à l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat en juillet. Donc ce texte remplace la précédente loi de programmation de 2014 et l'aboutissement d'un travail mené par le ministère depuis 2018, à la fois en interministériel et avec l'ensemble des acteurs du développement. Les parlementaires, notamment le député rapporteur Hervé Berville, la société civile qui était réunie via le Conseil national du développement et la solidarité internationale, et les collectivités territoriales consultées au sein de la Commission nationale de coopération décentralisée. Ce texte vise à donner donc un nouvel élan à la politique française de développement, qui est désormais reconnue comme un pilier à part entière de la politique étrangère de la France. Comment ce nouvel élan est donné? Eh bien, en dotant la France de moyens accrus pour investir dans la préservation des biens publics mondiaux, climat, biodiversité, santé, éducation, en rénovant en profondeur les modalités d'intervention de la politique de développement sur la base d'une logique partenariale et d'une responsabilité partagée avec les pays partenaires, et enfin en inscrivant cette politique dans le cadre à la fois multilatéral, l'agenda des ODD, l'agenda 2030 et les ODD, l'accord de Paris sur le climat et évidemment le programme d'action sur le financement du développement d'Addis Abeba. Et évidemment aussi dans le cadre européen. Cette loi souligne aussi l'importance qui est accordée à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de la diplomatie féministe du ministère et portée dans le cadre de cette loi, évidemment. Donc, parmi les principaux apports de cette nouvelle loi,
En termes de moyens, la loi confirme l'engagement du président de la République d'augmenter les moyens consacrés à l'aide publique au développement à 0,55% de la richesse nationale en 2022 et pose une perspective additionnelle avec l'inscription au niveau législatif de l'objectif de 0,7% en 2025. Les moyens en dons seront centrés et concentrés sur 19 pays prioritaires qui appartiennent tous à la catégorie des pays les moins avancés et qui sont majoritairement situés en Afrique. En termes de méthode, la loi inscrit la politique de développement dans une approche partenariale renforcée. L'efficacité de cette politique résidant aussi évidemment dans la capacité de faire travailler ensemble tous les acteurs qui concourent et au-delà du seul État, à savoir les collectivités territoriales, la société civile, les acteurs privés et notamment les entreprises de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat social, la recherche par exemple. Si vous souhaitez aussi en savoir un peu plus sur ce projet, je vous invite à consulter le site internet du ministère où il y a tout un dossier complet et un renvoi vers le texte qui est publié au journal officiel. Donc cette approche partenariale au ministère est donc essentielle pour nous et nous la mettons en œuvre notamment à travers notre stratégie Innover Ensemble qui, autour d'un réseau de multi-acteurs dont certains sont présents ici, vise à promouvoir les nouveaux modèles de l'économie et de l'innovation sociale et inclusive à l'international afin de promouvoir et de valoriser de nombreux projets innovants à impact social et principalement en Afrique et dont Corinne Bruno-Monnier et Bouna Khan auront l'occasion de nous parler. Tout de suite, je donne donc la parole à Juliette Seban, voilà, et qui va nous parler du Fonds d'innovation pour le développement. Alors, ce nouveau dispositif financier qui a été créé suite au Conseil présidentiel pour le développement de décembre concrétise l'engagement des autorités françaises pour la modernisation de l'aide au développement et pour la modernisation de l'approche partenariale. C'est un fonds qui est doté d'un budget de 15 millions d'euros, qui est financé pour sa première année, financé par les ministères des Affaires étrangères et des Finances et qui est hébergé à l'AFD. Alors, Juliette, est-ce que tu peux nous préciser quels sont les objectifs et le fonctionnement de ce fonds qui est indépendant dans sa gouvernance et dans son fonctionnement et qui permet de financer donc, des projets et des solutions innovantes au service de la lutte contre la pauvreté et les inégalités? Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Merci Claire pour l'invitation et l'introduction. Donc je vais utiliser ça normalement si ça fonctionne. Tout va bien. Donc peut-être avant de vous dire un mot sur les objectifs du FID et son fonctionnement, tu t'en as parlé sur sa création. Donc le FID est tout récent, il a été créé en décembre 2020. Il est donc financé par le MAE et le Trésor. Il est hébergé par l'Agence française de développement, mais il est indépendant dans l'octroi des subventions. Et il est notamment régi par un conseil de direction qui est présidé par l'économiste du développement Esther Duflo. Et donc, vous verrez que pas mal de ses travaux ont aussi inspiré la philosophie derrière les critères du fonds, la sélection des projets. Donc, pourquoi un fonds d'innovation? Donc, le FID a pour ambition de soutenir l'émergence de solutions innovantes aux problématiques de développement en s'appuyant sur l'évaluation scientifique et l'expérimentation. Le FID a vocation à apporter de nouvelles solutions de financement. On pourra discuter de complémentarité un peu plus tard dans les échanges si vous voulez. Le mandat du FID est vraiment de répondre aux défis de la lutte contre la pauvreté et les inégalités et à l'innovation au service des politiques publiques pour transformer les politiques publiques de développement. Donc à chaque fois qu'on évalue les projets qu'on reçoit, c'est au prisme de ce mandat. On a un lien très étroit avec la recherche, donc je viens de dire avec la présidence d'Esther Duflo, l'objectif du fonds est un peu dans la logique partenariale dont Claire a parlé, est vraiment de faire dialoguer les mondes de l'innovation et les mondes de la recherche pour valider rigoureusement le potentiel d'impact des projets qu'on finance. Donc consolider des équipes innovantes par des expertises scientifiques sur les questions d'évaluation d'impact.
Sur le type de financement, on est donc 100% subvention. On propose des concours entre 50 000 € et 4 millions d'euros en fonction du niveau de développement de la solution qui est proposée. Donc il y a des paliers de financement que je vous présenterai qui sont successifs aux étapes clés du parcours de développement des solutions innovantes, donc du pilote au passage à l'échelle généralisée. Donc, le FID offre des subventions aux innovateurs et aux chercheurs pour expérimenter, prendre des risques stratégiques et démontrer l'impact des solutions visant à réduire la pauvreté et les inégalités. Pour vous en dire un peu plus sur l'éligibilité et la façon dont on sélectionne les projets, donc le FID reçoit des candidatures via un appel à projets qui est ouvert tout au long de l'année. On évalue les candidatures au fil de l'eau. Et les critères d'éligibilité sont très larges d'une certaine façon puisqu'on est ouvert à tout type d'innovation. Donc on en reparlera peut-être, mais on a une définition très large de l'innovation qui consiste à financer toute solution inédite dans un contexte donné qui apporte une amélioration par rapport à l'existant, que ce soit une amélioration en termes de processus, de coûts, de faisabilité dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Donc on est ouvert à tout type d'innovation relevant de tout secteur. Et toutes les structures sont éligibles, alors sauf les banques internationales de développement ou les institutions du système onusien, mais sinon que ce soit des entreprises privées, des organisations non gouvernementales, des universités, des instituts de recherche, toutes ces institutions, peu importe leur localisation, peuvent candidater à un financement au FID. Et j'ai mis ici secteurs et pays prioritaires de l'aide française au développement. On donne la priorité parmi les secteurs et les pays concernés aux 19 pays que mentionnait Claire. Et sur les secteurs prioritaires de l'aide publique au développement, c'est santé, éducation, question d'égalité femmes-hommes et changement climatique. Les critères de sélection des projets sont les suivants. Ils sont au nombre de 3, donc je ne vais pas développer beaucoup dans le détail ici, mais c'est évidemment essentiel sur la façon dont on choisit ensuite les projets et je serais ravie de répondre aux questions s'il y en a. Donc le premier critère, c'est la preuve rigoureuse de l'impact. Donc c'est vraiment la philosophie du fonds. Évidemment, on regarde ce critère différemment en fonction de si le projet est tout récent, c'est un pilote, et donc ou est-ce que c'est déjà un projet très mature qui peut déjà être évalué rigoureusement. Donc soit si c'est les premiers stades, on va dire, de financement, on regarde s'il y a déjà une réflexion autour de la théorie du changement, la façon dont on imagine les mécanismes d'impact de ce projet. Et si c'est un projet plus avancé et qu'on est notamment dans un passage à l'échelle, il faut déjà qu'il y ait eu des preuves de l'impact du projet qui puissent être présentées. Le deuxième critère, c'est le rapport coût-efficacité de l'innovation. Donc les porteurs de projets doivent là aussi démontrer que leur innovation doit avoir soit un plus grand impact que les solutions alternatives pour un coût équivalent, ou en tout cas qu'il y ait une réflexion autour, non pas du coût par bénéficiaire ou de la rentabilité du projet, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est de mettre en regard les aspects coût de l'innovation et impact qu'elle peut avoir sur les bénéficiaires. Et donc le dernier critère, c'est le potentiel de mise à l'échelle, d'adoption généralisée et de durabilité. Donc on s'intéresse d'emblée à des solutions qui ont vocation à toucher un grand nombre de personnes. Et donc ça, c'est en lien avec l'objectif dont je parlais au démarrage, de transformer les politiques publiques. Donc on cherche vraiment à financer des projets qui peuvent à terme, évidemment pas dans leur premier niveau de développement, mais toucher un grand nombre de personnes. Donc les normes pour chacun des critères, ils varient en fonction des étapes de financement, et puis je vous montrerai les stades rapidement. Et on a un processus de revue qui se veut à la fois rapide, donc on essaye de répondre rapidement aux équipes qui nous contactent pour candidater au fonds, et à la fois qualitatif. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans la revue de nos projets, soit avec des expertises techniques, soit des chercheurs s'il y a une dimension recherche dans le processus de revue. Pour que ce soit peut-être plus concret, je vous montre les différents stades de financement du fonds. Donc le Fonds d'innovation pour le développement propose des financements flexibles via 5 paliers de subventions.
aux étapes clés du parcours de développement des solutions innovantes. Donc pour celles et ceux parmi vous qui sont peut-être plus familiers des fonds d'innovation, les stades 1, 2 et 3 sont assez classiques, sont plutôt standards. Donc le stade 1 qui finance des phases pilotes, donc pour des projets qui ont déjà passé ce qu'on peut appeler la phase de prototypage, enfin qui sont prêts à être expérimentés dans des conditions réelles. Le stade 2, c'est le test. Donc voilà, on a fait un pilote et maintenant on peut évaluer l'impact du projet. Donc c'est au stade 2 qu'on financerait des projets de recherche et des évaluations d'impact. Et le stade 3 finance la transition de solutions qui ont été évaluées pour un premier passage à l'échelle. Donc 1, 2, 3 sont assez standards. Ce que le FID apporte de vraiment nouveau par rapport aux autres types de fonds, c'est le stade 0. Donc le stade 0, c'est pour les projets qui sont... c'est vraiment un fonds d'amorçage pour les projets qui sont au démarrage de leur vie. L'amorce de projet pour des candidatures prometteuses qui ont besoin de fonds pour se structurer, pour faire une étude de marché, une étude de faisabilité, constituer une équipe. Donc c'est le stade de préparation qu'on essaye pour lequel on essaye de prioriser les 19 pays prioritaires de l'aide française. Et donc le dernier stade aussi qui est une signature du FID, qui est le stade transformation des politiques publiques et qui est plutôt destiné au gouvernement ou en tout cas aux acteurs publics et qui a pour objectif de financer l'institutionnalisation d'innovations spécifiques. Donc quand un gouvernement décide de passer à l'échelle, par exemple, une innovation et a besoin d'une assistance technique pour cela, ou le renforcement des capacités des gouvernements pour, de manière plus générale, pas forcément liée à un projet, concevoir, expérimenter et déployer des innovations qui sont rigoureusement évaluées. C'est bon. Please, I'm very sorry, the translator just arrived, so now you can put your headset on and you will have the translation. Very sorry for the disagreement. We can repeat in English after if you... Merci beaucoup. Ah non, pardon. Oui. Oui, merci. J'avais un dernier slide super important. Merci Claire. Mais on peut en reparler aussi dans les questions-réponses. Mais du coup, pour vous dire que on n'est pas vraiment, on est une petite équipe. D'ailleurs, il y a une majorité de l'équipe qui est présente là. Donc vous pouvez, si vous avez des questions, les trouver après. Voilà, ils sont là. Donc c'est difficile pour nous de répondre à toutes les questions qui nous arrivent pour parler de projets en particulier. Donc on essaye de pas trop le faire. Mais par contre, on organise des sessions de questions-réponses plus collectives auxquelles, voilà, si vous pensez poser une candidature au FID et que vous avez des questions sur le périmètre, les critères, ce que je viens un peu d'expliquer, mais pour rentrer un peu plus dans le détail, la prochaine qui est organisée, c'est le 16 septembre à midi en ligne. Et si jamais vous ne pouvez pas pour celle-là, de toute façon, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse contact@fondinnovation.dev. On répond voilà, à vos questions et on pourra vous donner les informations sur les prochaines sessions de questions-réponses. Merci beaucoup, Juliette. Donc, effectivement, je vous invite à aller visiter le site internet du FID et puis à relayer auprès de vos partenaires pour identifier des projets qui seraient susceptibles de candidater et puis de suivre ces sessions d'information qui sont très utiles pour que chacun comprenne le fonctionnement de ce fonds. Je me tourne maintenant vers Corinne Bruno-Meunier, qui est directrice générale déléguée de l'Institut de recherche pour le développement, qui est un organisme public de recherche très implanté dans les pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Indo-Pacifique, et particulièrement engagé dans la réalisation des ODD sur l'innovation et sur l'innovation scientifique pour répondre aux besoins des populations au Sud. Alors, Corinne, pourriez-vous nous parler donc de l'approche multi-acteurs de l'IRD que l'IRD utilise pour renforcer l'impact de la recherche sur le développement durable en lien avec les acteurs de l'innovation entrepreneuriale et nous présenter aussi les projets qui sont à l'origine de ces nouvelles méthodes collaboratives. Merci et d'abord bonjour à toutes et tous. Moi je suis ravie de me retrouver à nouveau pour ce grand forum mondial. Merci également d'avoir invité l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, dont le siège se trouve
actuellement à Marseille. À Marseille, vous savez que demain va s'ouvrir aussi le grand congrès de l'UICN, un grand congrès sur la biodiversité, et évidemment, tout ceci a une résonance avec ce que nous disons aujourd'hui avec les acteurs qui travaillent dans ces projets innovants. Alors, l'IRD, j'en dis quand même 2 mots, c'est un institut de recherche qui est très ancien, qui a fêté ses 75 ans. Les personnes un peu plus âgées que tous les jeunes visages que l'on voit ici, et ça c'est vraiment formidable, sauront que l'IRD s'appelait l'Orstom autrefois. Et donc l'IRD a peu à peu développé cette capacité d'innovation. Depuis fort longtemps, l'IRD avait déjà des départements qui s'occupaient de la valorisation de la recherche, puisque au-delà des travaux des chercheurs de l'IRD, il est important aussi que leur recherche puisse se transformer en produits, en processus véritablement innovants et en phase avec les besoins du développement, aujourd'hui développement durable, des pays dans lesquels l'IRD intervient. Et l'IRD intervient en Afrique, donc en Asie, donc en Océanie, en Amérique latine, en Méditerranée, bref, sur la majorité des pays dans la zone tropicale, intertropicale et méditerranéenne. Et aujourd'hui, cette approche innovante que nous avons à l'IRD, elle se développe de jour en jour. Nous progressons, nous avons encore des progrès à faire. Nous progressons parce que nous avons bien le sentiment, dans le cadre de la loi qui vient d'être évoquée, nous avons le sentiment qu'évidemment, il faut travailler de plus en plus avec les sociétés civiles dans toutes leurs composantes, avec le secteur privé, mais pas que, parce qu'il y a dans les pays dans lesquels nous intervenons des groupes d'action, des groupes de citoyens qui ont envie de travailler avec des chercheurs. Et évidemment, cela est important et demande à nos équipes, qui ne sont pas encore très étoffées, mais à nos équipes d'être très attentifs. Alors, fort heureusement, dans les pays d'intervention de l'IRD, nous avons des représentations implantées. Nous sommes implantés en permanence dans 38 pays, dont les Outre-mer, ça c'est très important de le dire. Et donc, nous avons donc développé des outils et je vais donc m'y attarder un peu plus. Donc, nous avons depuis 2017, vous voyez que c'est assez récent, développé la méthodologie Collab et là, véritablement, nous remercions beaucoup notre ministère de tutelle. Vous savez que nous sommes sous 2 tutelles, le ministère des Affaires étrangères et européennes et le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et grâce au MAE, eh bien, nous avons développé cette méthodologie Collab qui s'appuie également, pas simplement sur l'IRD, mais également sur 2 associations, Make Sense et Bondinov, dans le cadre d'un fonds de solidarité prioritaire qui est donc financé par le ministère. Alors, le Collab, de quoi s'agit-il? C'est un laboratoire de collaboration multi-acteurs qui permet d'expérimenter de nouvelles méthodes de partage de connaissances et de savoir-faire dans le but de faire émerger collectivement des solutions innovantes, responsables et durables. Alors, moi-même, je suis arrivée il y a 1 an et demi à l'IRD, je suis une diplomate, je suis aussi passée par l'AFD. Alors, quand je me suis penchée un peu sur Collab, au début, je n'ai pas tout à fait compris parce qu'il y a plusieurs étages. Bon, maintenant, j'ai parfaitement compris de quoi il s'agissait et au-delà de ce que je viens de dire d'une façon un peu académique, eh bien, c'est tous ces talents sur le terrain, tous ces acteurs qui sont en ville, dans les campagnes, qui connaissent d'autres acteurs de la société civile, des entreprises et ou même des administrations de leur pays qui ont envie de faire émerger des solutions et qui ne savaient pas trop comment. Bien sûr, on peut se retrouver, discuter avec des gens plus ou moins investis, mais après, il faut une méthode. Il faut une méthode pour arriver au bout de ce que l'on veut faire. Et ce que l'on veut faire, eh bien, il faut d'abord le faire reposer sur 4 piliers. Se connecter, je viens de dire, collaborer, apprendre, il faut apprendre, et puis aussi, il faut trouver des institutions qui vont accompagner les projets parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Alors, d'abord, elle répond à un besoin, c'est-à-dire que dans les pays où nous sommes intervenus, dans les pays qui nous sollicitent, les partenaires qui eux-mêmes, d'ailleurs, développent
des solutions, eh bien, on sent cette nécessité de réponse collective. C'est-à-dire, le top-down, ce n'est pas à la mode. Ce qu'il faut, c'est faire émerger ces solutions du terrain, mais évidemment, comment faire? Il faut avoir une gouvernance commune, il faut avoir une idée de l'intérêt commun à travers tous les besoins particuliers qui émergent, et puis il faut mettre en place des moyens d'échanger des connaissances. Alors, d'une manière très institutionnelle, les collabs répondent particulièrement à l'ODD 17, donc qui est partenariat pour la réalisation des objectifs, et ensuite pour pouvoir soutenir les projets de ces communautés d'acteurs, et naturellement ensuite cela permettra d'atteindre d'autres ODD. En exemple, le collab santé de la mère et de l'enfant répond au-delà de l'ODD 17 à l'ODD 3, bonne santé et bien-être et éducation de qualité. Donc on essaye ainsi avec le ministère des Affaires étrangères de cocher les cases. Alors, comment ça se déroule? Eh bien, d'abord, il y a un programme d'1 an qui commence par une étude de préfiguration. Voilà, c'est très important d'avoir une cartographie des acteurs, les ONG, les associations, le secteur privé-public, la recherche, la société civile, les leaders d'opinion, les autorités, et donc faire un état de l'écosystème local. Donc, les forces en présence sur lesquelles on va s'appuyer ensuite pour aller vers le projet. Donc une phase émergence, qui est au moins de 5 mois, qui va permettre de connecter les acteurs identifiés et amener à co-construire les projets. Cette notion de co-construction, elle est fondamentale dans l'ADN de l'IRD, la co-construction. Ensuite, pendant 2 mois, va être organisé un appel à projet qui va permettre de sélectionner les projets multi-acteurs les plus innovants et puis les plus prometteurs. Ensuite, les projets sélectionnés vont, durant 6 mois, entrer dans une phase accompagnement. Et là, c'est évidemment très, très important de pouvoir les soutenir dans le développement de leurs solutions à fort impact et la consolidation de leur collaboration. Enfin, une phase accélération a été ajoutée à l'occasion de la 2e édition du collab santé de la mère et de l'enfant, et elle dure 4 mois afin de bénéficier d'un suivi plus renforcé et d'une enveloppe boost supplémentaire. Donc évidemment, l'idée, c'est de maximiser l'impact des projets. Alors je m'arrête un peu sur cette notion-là, l'impact. L'IRD, c'est d'abord un institut de recherche et les chercheurs sont toujours sur un temps beaucoup plus long que ces projets. Et là, l'idée, c'est, en faisant venir des chercheurs dans ces programmes, c'est aussi pour ces chercheurs d'essayer aussi d'aller un tout petit peu plus rapidement dans la manière d'amener leur expertise dans ces projets. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a urgence. Il y a une urgence climatique, il y a une urgence biodiversité, sur laquelle nous allons discuter pendant 10 jours à Marseille, mais il y a aussi une urgence sociale, économique, et là, c'est très important d'essayer d'avoir un pas de temps assez rapide, et c'est ce que nous essayons de faire avec le collab. Alors voilà, je pense pouvoir dire avec peut-être des témoignages, un témoignage que nous diffuserons, mais peut-être dans la salle, pouvoir dire que ça y est, collab a franchi une étape, c'est une méthodologie éprouvée, qui est en train d'être appliquée à de nouveaux territoires et des problématiques. Donc, collab déployé dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest sur 2 thématiques, la sécurité alimentaire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, et la santé de la mère et de l'enfant au Mali et au Niger. Donc, il y a d'autres collabs qui sont en cours de préparation sur l'alimentation durable. Au Maroc, un collab sur la gestion durable de l'arganier. En Tunisie, un collab qui va débuter en septembre dans un FSPI plus large, donc accompagnement et promotion d'une innovation scientifique durable en Tunisie.
Donc en particulier sera ciblée la gestion durable des ressources en eau dans les milieux ruraux, et puis un collab est envisagé dans les Caraïbes et le Pacifique pour créer des Living Labs autour des thématiques liées à la lutte contre le changement climatique. Voilà. On va peut-être regarder Absolument. La vidéo maintenant. Voilà. Je suis Dr Tatiana Wad, je suis chargée de projet scientifique à l'IRD, à l'EMR et l'STM, en affectation locale au Sénégal, au laboratoire commun de microbiologie. Je suis également ambassadrice Collab et je représente aujourd'hui le projet Diadème, lauréat Collab 2019. Pour une histoire, en tant que chercheur, nous travaillons depuis de nombreuses années sur une pratique agroécologique d'inoculation des plantes avec des micro-organismes symbiotiques. Nous avons pu mener la recherche au champ en partenariat avec des producteurs. L'ambition étant de passer à l'échelle de diffusion de la pratique de l'inoculation, mais nous avons rencontré des obstacles, notamment par manque de visibilité, par manque de temps et par manque de moyens humains et techniques. Le collab est arrivé à bon moment car il nous inspirait bien, car il visait à construire ensemble une innovation responsable à travers de la collaboration multi-acteurs. Nous sommes adressés au collab et dans la phase d'émergence, nous avons pu bénéficier de différentes rencontres à travers des ateliers multi-acteurs et donc présenter le projet aux ONG, au secteur privé, exposer notre idée et d'identifier le blocage. Et le blocage qui a été identifié, c'était en fait le manque d'expérimentation pour passer à l'échelle de diffusion. C'est comme ça qu'est né notre projet, le dispositif d'accompagnement à distance d'expérimentation au champ Diadème. Aujourd'hui, nous intervenons dans 14 communes au Sénégal. Donc, ce que la méthodologie Collab nous a apporté, tout d'abord, dans la phase d'émergence, c'est de pouvoir bénéficier du cadre de partage de réflexion, de se mobiliser autour d'un enjeu et partager avec différents secteurs de la société civile. Ensuite, de pouvoir définir un cadre de collaboration multi-acteurs et en fait d'amorcer le projet. Dans la phase d'accompagnement, nous avons pu bénéficier de la formation, du suivi rapproché, des conseils et ce qui a forgé le projet et a pu stimuler le bon développement du projet. En tant que chercheur, je peux témoigner que la méthodologie Collab est à conseiller parce qu'en fait, Collab, c'est un catalyseur d'idées, de rencontres, de mise en œuvre, d'actions. Le chercheur a l'opportunité de présenter ses projets et de les positionner par rapport aux attentes de la société. Ensuite, le chercheur a l'opportunité d'identifier collectivement avec les acteurs comment valoriser ces recherches et puis construire ensemble avec les bénéficiaires en s'inscrivant dans le processus de la recherche de durabilité, de savoir si notre projet est percutant et pertinent. Donc aujourd'hui, grâce à cette dynamique Collab, notre projet est lauréat du prix Convergence 2021 et il est en train d'être déployé dans la sous-région, notamment au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, et bénéficie de financements extérieurs. Je voudrais bien saisir cette opportunité pour remercier les équipes Collab et Prix Convergence de nous avoir donné cette belle opportunité de présenter notre projet. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, donc ce témoignage qui est évidemment très encourageant pour tous les acteurs de Collab, hein, dont l'IRD. Et évidemment, là, le mot financement a été dit. C'est clair qu'au-delà, c'est aussi pour amener les financeurs locaux à s'intéresser à ces projets, à les démultiplier, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un effet de modèle de ces projets pour qu'on puisse disséminer un petit peu partout cette méthodologie. Parce qu'aujourd'hui, les grandes institutions du développement, elles sont sur des grands chantiers. Et la difficulté, c'est qu'elles ne peuvent pas, ces grandes institutions, toujours dédier, elles ne le font plus d'ailleurs, dédier leurs équipes à des projets qui sont de petite taille. Et donc, ces grandes institutions délèguent à leurs partenaires, les associations, les ONG,
les citoyens, eh bien, la réalisation. Mais encore faut-il qu'il y ait des moyens qui arrivent jusqu'à ces projets. Et donc, ce type de méthodologie eh bien, permet de montrer à tous les acteurs, notamment du financement du développement, qu'il y a véritablement à les aider de manière directe, simple. Et donc, nous comptons beaucoup sur cet effet de démultiplication. Alors, il y a un autre instrument sur lequel je vais revenir un petit peu plus vite parce que je crois que le temps m'est un peu compté. C'est l'instrument Tech for Sahel, donc un instrument qui vise à donc créer des perspectives inclusives et durables pour la jeunesse sahélienne. Et donc, il s'agit dans ces pays de faire du numérique, de booster l'esprit entrepreneurial et l'intelligence collective de façon à eh bien, avoir un levier donc, pour la croissance locale. Alors, ce programme, c'est principalement des formations au métier du numérique et aux compétences entrepreneuriales, et puis donc des activités de sensibilisation et d'animation de communautés qu'on appelle Tech for Good. Donc c'est un outil qui est actuellement déployé au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Et donc l'idée, c'est véritablement développer cet écosystème numérique parce que tous nous croyons véritablement, avec nos partenaires au sud et nos partenaires au nord, nous croyons qu'évidemment la maîtrise de cet environnement numérique est fondamentale pour tous, et notamment pour les populations dans les pays, quelle que soit leur implantation. Hein. On sait tous aujourd'hui que donc les agriculteurs dans ces pays ont aussi accès, grâce à leur portable, à des applications qui vont leur permettre donc de gérer leur culture. Et donc, il n'y a pas de limite à l'appropriation de ces outils. Alors, juste pour faire une petite publicité pour l'IRD. L'IRD a des programmes structurants dans le cadre de ses activités de recherche que sont les laboratoires mixtes internationaux, les jeunes équipes associées internationales, les groupements de recherche et de développement internationaux. Et évidemment, c'est dans ces laboratoires qui sont sur des recherches lourdes en matière de santé, d'environnement, d'océan, d'eau, enfin, d'études des sols, etc., eh bien, on essaye aussi, en tant que de besoin, de faire en sorte que les chercheurs qui travaillent là puissent se greffer aussi sur ces outils d'innovation. Et ça, c'est très important. D'autre part, l'IRD, comme d'ailleurs beaucoup d'acteurs à la fois de la recherche et du développement, travaille de plus en plus sur les impacts. C'est très important de le dire parce que nous sommes tous institutions publiques redevables des résultats. Hein. Donc, et nous travaillons de plus en plus dans ce domaine. Et aujourd'hui, l'IRD le fait d'une manière de plus en plus visible autour de ce que nous appelons la science de la durabilité. Alors, la science de la durabilité, c'est à la fois une science en tant que telle, mais c'est aussi une science qui a vocation à travailler en interdisciplinarité, à réunir des chercheurs de disciplines extrêmement différentes et des chercheurs qui vont travailler autour des solutions durables, autour des objectifs du développement durable, mais même au-delà aujourd'hui des nexus du développement durable. Et au fond, c'est une manière, à l'IRD, les chercheurs le font, mais c'est une manière de faire sortir les chercheurs de leur laboratoire pour aller à la rencontre des décideurs locaux, des décideurs nationaux, de la société civile, pour mettre au service des défis que nous avons leur recherche, voire pour répondre à des attentes beaucoup plus spécifiques. Donc il y a ce double mouvement et la science de la durabilité est un outil extrêmement puissant. Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs travaillent ensemble, que ce soit des ethnographes, des collègues qui travaillent sur les migrations, des collègues qui travaillent même sur la tectonique des sols, qui travaillent en vulcanologie, parce que en réalité,
tout ça se tient. Et bien sûr, en matière de santé, je peux vous dire que l'IRD a été extrêmement présent pour répondre à cette pandémie qui malheureusement est toujours là. Et nous préparons avec beaucoup d'autres acteurs la réponse malheureusement à d'autres pandémies. Et surtout, nous essayons de travailler sur la prévention de ces pandémies. Alors, pour terminer, je voudrais dire 2 mots. D'abord pour dire que les programmes multi-acteurs auxquels participe et que met en œuvre l'IRD s'aligne sur les priorités françaises. On a parlé du numérique, mais naturellement, il y en a bien d'autres. Et puis, d'autre part, nous travaillons aussi à la communication, la valorisation de ces programmes, parce qu'il ne s'agit pas que de travailler ensemble, mais il faut élargir notre propos à la sphère internationale. Nous allons d'ailleurs, par exemple, lors des assises internationales de l'AUF, qui va à Bucarest bientôt, dans quelques jours, organiser les assises de la francophonie scientifique, eh bien, notre appel à communication sur ces programmes multi-acteurs a été accepté. Donc on va présenter aussi ces solutions. Nous avons également participé au Forum Innovation du réseau de recherche sur l'innovation. Et puis, naturellement, il y a, avec l'aide de nos partenaires, des livres blancs qui sont en cours de finalisation, puisqu'il s'agit bien, encore une fois, de participer largement avec nos partenaires au Sud à le financement, le développement de ces solutions. Voilà, je vais m'arrêter là. Et on part. Merci beaucoup, Corinne. Et puis, on voit l'importance du rôle de la recherche dans l'identification de solutions innovantes avec l'ensemble des partenaires concernés. Et j'ajouterais aussi qu'on souhaite aussi et qu'on cherche aussi à faire des synergies entre les projets qui sont portés, et notamment entre le Collab Santé Mère-Enfant et le Take for Sahel, et qui sont en tout cas à l'étude et dans les pays qui sont communs à ces projets, et notamment au Niger. Tout de suite, je vais donner la parole à Bouna Khan, qui est donc directeur Afrique de Simplon. Bouna, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, selon toi, donc le numérique d'abord permet d'encourager l'innovation et l'entrepreneuriat dans les pays du Sahel en particulier, et puis nous parler plus en détail de ce réseau d'écoles numériques que vous mettez en place dans le cadre de cette approche donc multi-acteurs à destination particulière des femmes et des jeunes. Merci Claire, bonjour à toutes et à tous. Merci Claire pour l'invitation, c'est toujours pour nous un plaisir de venir partager nos expériences terrain. Peut-être dire 2 mots sur Simplon.co pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Alors on est un réseau d'écoles, on est dans notre jargon on dit fabrique sociale du numérique. Simplon est une entreprise sociale française qui est née en 2013. Beaucoup plus jeune que l'IRD, mais je dirais que l'intergénérationnel fonctionne très bien, puisqu'on travaille bien en Afrique. Aujourd'hui, on a un réseau de 102 écoles dans le monde. On est présent dans 19 pays. Depuis 2013, on a formé un peu plus de 1200 personnes, avec un taux d'insertion professionnelle, puisque c'est ça notre impact social, nos KPIs. On est à 70%. Sur l'ensemble de nos promotions, et en Afrique, on est paradoxalement à 92% taux d'insertion professionnelle malgré la faiblesse de l'écosystème économique. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur les stratégies qu'on met en place justement pour pouvoir placer nos apprenants. On est en Afrique depuis 2015. Et on a un hub au Sénégal que je dirige et qui couvre un peu le continent africain avec nos partenaires comme Orange, comme la Fondation Société Générale et d'autres, comme le ministère. On a 3 bureaux en Afrique. Stratégiquement, on a choisi de s'installer avec du staff et vraiment des ambitions en termes d'impact social au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Et cette histoire, quand même, il faut le dire, a démarré avec l'appui du MAE. Puisque en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, c'est le MAE qui a financé les projets qui ont permis après de passer à l'échelle justement et de pérenniser les actions au Sénégal. Dans tout le reste de l'Afrique,
On n'est pas présent physiquement, mais on est via des partenaires, notamment avec Orange, avec qui l'histoire a démarré ici, je crois. Hein. Si aujourd'hui on est là, il faut le dire, hein, c'est aussi grâce au soutien d'Orange, avec qui on a fait pas mal de choses. C'est eux qui ont financé le Fab Lab ici à Paris 20, dans les régions et tout. Et avec d'autres fondations qui nous ont rejoints en cours de route et qui nous permettent aujourd'hui de travailler et de proposer des formations à une jeunesse africaine qui en a besoin. Juste, j'ai l'habitude de citer ces chiffres-là. Quand on a démarré la première promotion avec la Sonatel Orange, justement, en 2017, on a reçu 14 400 candidatures pour 50 places. Donc, c'est dire que, comme a l'habitude de dire Frédéric Bardot, le président de Simplon, le besoin, il n'est pas en France, finalement. Il est en Afrique. Donc, aujourd'hui, on a une quinzaine d'écoles en Afrique. Comme j'ai dit tout à l'heure, le process, il est assez simple, c'est qu'on a une trentaine de référentiels chez Simplon, mais on ne plaque pas les référentiels en fait. Il y a toujours des études de préfiguration, il y a toujours une évaluation des besoins des entreprises en Afrique avant de proposer des référentiels, parce que l'objectif final, justement, c'est de former, mais pas que de former, mais c'est de faire en sorte que les jeunes puissent trouver un travail. Nous, on appelle ça la sortie positive qui peut passer par l'entrepreneuriat, par l'insertion professionnelle dans une entreprise ou par tout simplement la poursuite des études. Donc aujourd'hui, on travaille principalement, au-delà des partenaires qu'on a cités ici, on travaille avec les gouvernements, hein, dans le cadre de leur plan stratégique également, parce que le numérique est devenu incontournable. Et l'idée, c'est justement d'impacter l'ensemble de la chaîne de valeur avec un focus sur les femmes. Avec un focus sur les femmes, parce que tout simplement, on y arrive difficilement, y compris en France, hein, à recruter les femmes, parce que les stéréotypes de genre, on l'a vu dur sur ces métiers-là qu'on considère comme étant des métiers masculins. C'est pour ça que Simplon a mis en place des parcours spécifiquement dédiés aux femmes, qu'on appelle des SAS aqueuses, des SAS de préqualification, où on forme les femmes pour les doter de compétences qui leur permettent après de rejoindre nos formations, nos parcours métiers. Et aujourd'hui, on a ces SAS-là dans quasiment tous les pays où on opère, justement pour rééquilibrer un peu. Voilà, on y arrive tant bien que mal. Et la satisfaction qu'on a, c'est qu'au Sénégal, on a quand même réalisé notre première fabrique paritaire. Hein, et ça montre également que c'est juste un déficit d'information, de sensibilisation, de mobilisation des femmes là-dessus. On est également avec les enfants, ça on l'a démarré aussi avec Orange, on a beaucoup fait Supercodeur, là aujourd'hui on a Simplon Kids, parce que l'idée c'est de travailler aussi en amont de l'orientation de jeunes, c'est pas d'attendre que l'adulte soit en demande d'insertion professionnelle, mais on commence dès le bas âge à sensibiliser au métier du numérique pour que ça puisse également influer sur l'orientation future des jeunes. On est aussi sur les publics spécifiques, les personnes en situation de handicap, les réfugiés. Dans tous les pays, on essaie aussi d'adresser des problématiques. Par exemple, au Sénégal, on forme des femmes en milieu carcéral, par exemple. Avec le HCR, on a un programme au Burkina Faso, avec l'Agence universelle de la francophonie, où on forme des DAFistes. Les DAFistes, ce sont les boursiers du HCR. Pour revenir un peu sur la question claire du lien entre numérique, entrepreneuriat et innovation, je pense que nous, on le vit au quotidien sur l'ensemble de nos piliers. Parce que le cœur de métier de Simplon, c'est la formation, je pense, mais on a aussi, c'est la formation initiale, la formation des personnes, des demandeurs d'emploi, en sachant qu'en Afrique, les demandeurs d'emploi, c'est très souvent des étudiants diplômés qui n'arrivent pas à s'insérer et qui souhaitent se réorienter pour justement maximiser leurs chances et trouver du travail. Mais on forme également des collaborateurs, on forme des collaborateurs d'entreprise et on a également une agence web solidaire et qui accompagne des associations et des ONG à prendre un peu le virage de la digitalisation. Sur ces trois piliers, en fait, nous, on vit au quotidien le lien entre numérique, entrepreneuriat et innovation, pour la bonne et simple raison que dans l'imaginaire des jeunes en Afrique, numérique déjà rime avec entrepreneuriat. Quand ils viennent chez nous, très souvent, on évalue leurs projets professionnels avant de les embarquer dans la formation. Mais on se rend compte qu'eux-mêmes se disent finalement en cours de formation que je ne veux plus aller en entreprise, je veux faire de l'entrepreneuriat. Une formation en infographie, par exemple, ils se rendent tout de suite compte qu'ils sont en capacité d'acquérir des compétences et de pouvoir être à leur compte et puis travailler
travailler en auto-emploi. Quand on prend par exemple le cas des femmes, c'est impressionnant parce que très souvent, on recrute, nous, pour nos formations, des femmes entrepreneurs. On a un programme spécifique, femmes entrepreneurs. C'est des femmes, par exemple, qui vendent des sandales qui sont faites main, mais dans un premier temps, qui sont soit dans la rue, soit qui vendent avec le bouche à oreille. Et quand on récupère ces femmes et qu'on les forme aux compétences numériques et qu'ils aient accès à Facebook, qui commencent sur Instagram, qui commencent même parfois à faire des sites vitrines pour exposer et promouvoir leurs produits, là on est dans l'innovation parce qu'elle se considère déjà dans le summum de l'innovation quand on te propose, et tu étais dans la rue, on te propose une formation où maintenant tu fais passer tes produits sur Facebook, sur Instagram, tu crois déjà que tu es au summum de l'innovation. C'est la même chose, c'est la même approche avec les collaborateurs qu'on forme, puisqu'aujourd'hui, les entreprises qui croient à la valeur ajoutée de l'intrapreneuriat nous envoient leurs collaborateurs et nous, on les forme aux compétences numériques. Et ça permet, les entreprises en tout cas qui envoient les collaborateurs sont convaincus que ça a une valeur ajoutée dans l'innovation et dans la recherche et le développement au sein même de l'entreprise. Et le troisième pilier sur lequel également je vois le lien entre numérique et innovation, c'est notre agence Web Solidaire qui accompagne les associations et les ONG qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour investir dans la digitalisation, parfois aussi qui font un peu preuve de résistance au changement. Et on voit nettement que le fait de former, d'accompagner ces associations et ces ONG, d'abord, ça leur permet de piloter leur projet avec une plus grosse performance, avec un gain de temps, efficacité, efficience et tout. Et derrière, dans le fonctionnement, tout simplement, quand on accompagne des associations à avoir un système d'information, ils comprennent justement en quoi c'est innovant et en quoi ils peuvent gagner du temps en maîtrisant les outils numériques. Voilà en gros ce que je voulais dire sur ce sujet-là, et puis je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce qu'on fait en Afrique. Merci Claire. Merci beaucoup Bouna. On voit effectivement le rôle du lien entre innovation, entrepreneuriat numérique, recherche aussi, enseignement supérieur, et dans l'appui à la fois à la réalisation en tout cas à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes, mais aussi à la réalisation des ODD et puis à l'accompagnement des pays du Sahel dans leur transformation numérique. Maintenant, je me tourne vers vous, Françoise Cosson. Vous êtes donc Voilà. Vous êtes donc déléguée générale à la Fondation Orange et directrice mécénat et solidarité du groupe Orange, pour, dans la continuité de ce propos, nous parler de l'engagement de votre fondation dans les actions que vous menez depuis une trentaine d'années, donc dans l'éducation, l'insertion sociale professionnelle des jeunes et des femmes également. Donc, quels sont les projets innovants que vous mettez en place, les coopérations aussi, et puis quel bilan tirez-vous de votre engagement sur l'impact terrain de vos projets ? Merci Claire, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et on en apprend encore beaucoup, donc merci, très éclairant vos témoignages et vos présentations. Juste quelques mots sur la Fondation Orange. Donc on existe depuis 30 ans et on soutient des projets qui permettent de donner accès à l'éducation, à la culture, à la santé, à l'amélioration des conditions de vie aussi dans les pays dans lesquels le groupe Orange est présent. Donc, ce qui représente à peu près 30 pays aujourd'hui. Donc, on a des programmes phares que l'on déploie dans ces pays qui sont pour nos cibles bénéficiaires, les jeunes et les femmes éloignés de l'éducation, de la formation et de l'emploi. Pour citer quelques programmes phares que je ne détaillerai pas là, mais que vous pourrez aller consulter sur le site pour avoir plus d'infos. Mais les maisons digitales, c'est un programme phare pour les femmes. On en a 350 aujourd'hui dans 23 pays. Donc c'est un lieu d'insertion sociale, professionnelle, qui va permettre proposer une formation par le numérique à des femmes. Donc ça peut être se créer une identité numérique, on en parlait hein, avec Simplon. Ça peut être avoir accès à ses droits, s'inscrire à la CAF, des droits basiques hein, qu'elles ne peuvent pas avoir. Donc on va commencer par là. Et puis ça va aller jusqu'à des formations des propositions de financement de micro-entreprises, notamment en Afrique. On a des associations de femmes dans nos maisons digitales qui ont aujourd'hui des entreprises de fabrication de savon, transformation de manioc, des petits commerces de rue. Donc là, on est très en lien avec des partenaires comme Simplon.
sur l'Afrique, et puis en Europe, comme en Roumanie, Pologne, Slovaquie. Donc ça, c'est un de nos programmes phares. On a aussi des Fab Labs solidaires pour les jeunes de 18 à 25 ans, qui est vraiment apprendre par le faire, avoir des nouvelles compétences numériques, comment se servir d'une imprimante 3D, reprendre confiance aussi en soi en travaillant sur des projets collectifs. Donc voilà, ça c'est aussi un programme phare de la Fondation. Mais maintenant, pour parler des programmes innovants, je vais vous parler plutôt de l'éducation et des programmes que l'on a déployés. Le premier programme dont je voudrais vous parler, c'est l'école numérique. L'école numérique, c'est vraiment un projet qui, au départ, était un projet innovant, un projet pilote, et c'est comme ça qu'on voit les choses à la Fondation Orange. On lance des projets innovants, des expérimentations, et puis on essaye de les déployer dans tous les pays dans lesquels nous sommes présents, et on essaye d'avoir un passage à l'échelle avec les gouvernements, les partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc l'école numérique, on en a 1000 aujourd'hui dans 19 pays africains. Le principe d'une école numérique, c'est un kit avec des tablettes, un petit serveur Raspberry offline, dans lequel on plug des contenus éducatifs et scolaires, travailler avec les ministères de l'éducation nationale ou de l'éducation de base dans chaque pays africain. Et puis, on va offrir aussi de la médiation pour accompagner les instituteurs et accompagner les écoliers au quotidien. Donc, je vous propose, pour bien que vous compreniez le programme, je vous propose un petit film. C'est un témoignage d'Ibrahim en Guinée qui vous donnera un peu le concept de l'école numérique. J'ai 14 ans. J'ai fait la 3e année. J'ai étudié beaucoup de leçons. J'ai étudié en grammaire, sciences d'observation, histoire, géographie, et calcul écrit, géométrie. En classe. C'est 2015 que le tablette est venu ici. J'ai 2 ans. C'est les enseignants qui ici qui m'ont montré. Vous allez saisir le texte là dans les tablettes. J'allume, si je rentre dans le paramètre, je fais beaucoup de leçons, calcul, histoire, géographie. Dans les classes, les autres qui sont là-bas, qui n'ont pas bien d'expérience. Pour que si je connais, lui ne pas connaître, je peux te montrer, c'est comme ça, rentre, c'est ici, tous ici, c'est comme ça. Appuie sur la. Si la tablette est dans la classe, je peux lire, je peux parler, je peux comprendre. Je m'appelle Ibrahim Bardé, voici mon histoire. Voilà, alors des écoles comme celle-ci, on en a 1000, je vous le disais, sur le territoire africain. Alors c'est très impactant parce qu'effectivement, on note une assiduité dans la scolarité, on note un apprentissage beaucoup plus facilité, et puis on note aussi une fierté des enseignants et des élèves à pouvoir manipuler ces tablettes et à pouvoir avoir accès à ces contenus. Alors dans les partenariats, on parlait des partenariats, bien évidemment c'est avec les ministères. Aujourd'hui on essaye de déployer ces écoles encore plus dans les pays et dans les territoires ruraux. Et puis on a aussi des partenariats avec les éditeurs de contenu, puisqu'on a lancé il y a 2 ans un appel à projet sur le contenu pour pouvoir enrichir le contenu sur les petits serveurs. Donc on a des contenus vraiment scolaires, mais aussi ludo-éducatifs pour pouvoir enrichir et ouvrir un peu les champs d'application de ces expérimentations. Ce type d'expérience, on l'a aussi en Roumanie avec un programme qui s'appelle Digital Liada. Avec le ministère, on a lancé il y a 3 ans ce programme. Aujourd'hui, le ministère est notre partenaire, le ministère de l'Éducation nationale, roumain, et a certifié les écoles, les formations que l'on proposait dans les écoles, et aujourd'hui réfléchit à l'implémenter dans toute la Roumanie. Donc c'est aussi un exemple de partenariat assez fort avec les ministères. On a aussi en matière d'éducation, on travaille sur des Orange Digital Center qu'on implante dans tous les pays du groupe. Là, on est en partenariat avec Simplon, évidemment, avec la GIZ pour le financement. Un Orange Digital Center, c'est un lieu d'inclusion, d'éducation numérique. Ça ne concerne pas uniquement que la Fondation. La Fondation va proposer un Fab Lab solidaire, mais on va avoir une école du code, on va avoir des formations aussi entrepreneuriales pour pouvoir accompagner des startups et des projets très innovants. Donc ces Orange Digital Center, on en a déjà 6 qui fonctionnent dans les pays du groupe. L'objectif, c'est d'en avoir 30
à fin 2025, donc on travaille avec nos partenaires, mais on voit que les partenariats sont aussi très, très utiles et nous permettent d'accélérer la mise en œuvre. Sur la partie santé, on a en Afrique des villages qui nous permettent de donner accès à l'essentiel. L'essentiel, hein, c'est l'eau, donc un point d'eau, la santé, un centre de santé, et l'éducation, donc la construction d'une école. Ces villages, on en a 100 dans 11 pays d'Afrique. Et ces villages, bien évidemment, on apporte le financement pour la construction, pour la mise en œuvre, mais le fonctionnement, il se fait en accord avec les populations, bien évidemment, parce que ce sont leurs villages, et puis avec les ministères de l'Éducation qui vont nous proposer, nous apporter, enfin, les instituteurs, les directeurs d'école, et le ministère de la Santé qui vont bien évidemment nommer un directeur de centre de santé et du personnel soignant pour faire fonctionner ces centres de santé. Donc là encore, une collaboration indispensable, puisque nous ne pouvons pas, au-delà de la construction, faire fonctionner ces structures. Donc on voit que là encore, nos partenariats avec les institutions, les organisations locales sont très importantes. On ne fonctionne qu'avec des partenaires à la Fondation, hein, puisqu'on finance, mais on ne met pas en œuvre. Donc on a des partenaires associatifs, on a des partenaires aussi ONG, d'autres associations, d'autres fondations. On a fait un village, vous parlez des villages, on a fait un village avec Suez et Bell sur l'eau et la nutrition, donc des villages partenaires. Ça, on y croit beaucoup parce que ça accélère l'impact, ça accélère la mise en œuvre de ces villages. Et puis là, on travaille sur à l'Orange, au stade d'Orange Vélodrome, sur un match des légendes avec l'UNICEF et la Fondation Drogba, sur un match qui permettra de récolter des fonds pour la construction d'une école et de kits, livraison de kits dans une école en Côte d'Ivoire. Donc voilà, notre quotidien, ce sont vraiment de nouer des partenariats, de discuter et de pouvoir faire accélérer tous nos programmes. Parfait, merci beaucoup, très, très riche présentation et merci à vous quatre pour avoir montré effectivement l'importance de la complémentarité des actions publiques et privées pour travailler ensemble en faveur du développement durable. On va rapidement donc faire un deuxième tour de table pour évoquer certains points particuliers de vos actions. Donc nous venons parler et d'évoquer un certain nombre d'exemples, notamment des projets multi-acteurs portés par un opérateur public, l'IRD, et financés sous un fonds qui s'appelle le FSPI, le Fonds de solidarité pour les projets innovants, qui est le dispositif de financement privilégié du ministère des Affaires étrangères. Il y a d'autres, évidemment, instruments, d'autres outils de l'aide au développement française. Et du coup, Juliette, est-ce que tu peux, par rapport à l'ensemble de ces outils français existants, nous préciser quelle est la principale valeur ajoutée de ce nouveau fonds, de ce nouveau dispositif du FID, et quel est son positionnement par rapport, dans l'écosystème du développement? En 2 minutes. Oui, en 2 minutes. Ok, ça marche. Avec plaisir. Donc, le Fonds d'innovation pour le développement est un outil de financement complémentaire. Donc, on l'a vu, avec la conversation là, mais il y a beaucoup d'outils différents. Donc, l'idée n'est pas du tout de se substituer à l'existant, mais vraiment de répondre à des besoins qui sont pas couverts ou pas complètement par les autres mécanismes de financement. Les particularités du Fonds d'innovation, j'en ai déjà un peu parlé, c'est notamment les petits montants. Donc, quand je parlais des projets, des subventions de préparation qui sont jusqu'à 50 000 € ou des projets pilotes jusqu'à 200 000 €, c'est difficile pour un bailleur, par exemple, comme l'Agence française de développement, d'avoir ces tout petits montants pour certains projets. Donc, c'est associé aussi à une certaine prise de risque sur des innovations qui ne sont pas forcément matures ou des acteurs qui ne sont pas habitués à candidater à des fonds plus classiques. Donc il y a cet aspect petit montant et prise de risque. Il y a le lien fort avec la recherche qui a aussi évidemment été mentionné par l'IRD. Donc nous, on met vraiment comme préalable à un possible passage à l'échelle le fait qu'il y ait eu une évaluation d'impact. Et ça, c'est très spécifique à notre fonds. Et ce qu'on appelle une évaluation d'impact, c'est pouvoir démontrer de la manière la plus rigoureuse possible
que sans avoir eu accès à telle innovation ou tel programme, la situation des personnes aurait été moins bonne. Concrètement, c'est ça une évaluation d'impact. Et ce qu'on appelle rigoureux, c'est que souvent, ça implique, pour que ce soit fait d'une manière qui réponde vraiment à la question et qu'il puisse y avoir un lien de causalité, qui est un groupe qu'on appelle un groupe de contrôle ou un groupe de comparaison qui n'accède pas au programme. Voilà, donc c'est la façon dont on fonctionne sur l'impact. Il y a plein d'autres façons de faire de l'évaluation et vous l'avez notamment mentionné, qui sont évidemment complémentaires. En tout cas, nous, dans ces différents stades de financement, il y a vraiment ce passage par l'impact qui est essentiel. Il y a aussi un lien fort avec les politiques publiques. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir des projets qui puissent passer à l'échelle, qui puissent transformer les politiques publiques de développement. On a notamment cette subvention sur les transformations de politiques publiques. Et je pense peut-être une chose aussi qu'on essaye d'apporter, c'est un processus qui se veut assez léger dans la façon dont les personnes les entités peuvent candidater au fonds. Donc, en gros, il y a une plateforme sur notre site internet, on candidate n'importe quand dans l'année et au bout de 2 mois, nous, on s'engage à vous donner une première réponse par rapport à nos critères, qui peut être, voilà, ça n'a pas fonctionné pour telle ou telle raison, on essaye de justifier la réponse, et sinon, on engage une conversation qui dure 1 mois, 2 mois, ensuite il y a un comité de revue, mais en tout cas, tout ça se fait de manière assez rapide pour qu'on puisse soutenir des innovations qui ont besoin de financement dans les mois qui viennent. Donc voilà. Et donc sur l'écosystème de développement, le modèle du Fonds d'innovation pour le développement a notamment comme inspiration DIV à l'aide américaine ou GIF à l'aide anglaise, si vous connaissez ces mécanismes, mais qui sont des mécanismes qui ont jusqu'ici été peu accessibles, notamment en Afrique de l'Ouest ou au monde francophone, et dont les ONG et acteurs anglophones dans le monde anglo-saxon ont plus bénéficié jusqu'ici. Merci beaucoup Juliette pour ces précisions utiles. Je me tourne maintenant vers Corinne Bruno-Meunier. En tant qu'opérateur public, donc l'IRD a contribué à la réflexion de la nouvelle stratégie ministérielle philanthropie et développement que nous avons, donc qui est publiée depuis quelques mois et qui vise à renforcer les relations entre le gouvernement et les fondations en faveur du développement international et en particulier des ODD. Comment est-ce que l'Institut travaille avec ces acteurs à forte capacité d'innovation, comme on vient de le voir, et en particulier dans les pays de la zone méditerranéenne, brièvement. Alors, merci de cette question, et je voudrais m'arrêter d'ailleurs un peu sur une question de sémantique qui est très éclairante. Donc ici, on présente l'IRD comme opérateur du ministère des Affaires étrangères et européennes, et nous acceptons complètement ce terme. Oui, nous sommes un opérateur parce qu'il y a à mettre en œuvre des politiques publiques françaises en matière de développement et d'innovation. Et puis du côté du MESRI, nous sommes donc un établissement public scientifique et technique, et donc ce terme d'établissement renvoie à une communauté de chercheurs, mais aussi à la vaste communauté que l'IRD a forgée avec justement d'autres acteurs sur le terrain, d'autres établissements publics dans les pays partenaires. Donc c'est assez intéressant, et l'IRD adhère complètement à ces 2 dénominations qui montrent bien le rôle que nous avons. Alors oui, nous avons participé donc nous avons contribué donc à la rédaction de cette nouvelle stratégie ministérielle. De la fenêtre que nous avons, naturellement, il y a plusieurs acteurs. Mais pourquoi? Parce que je voudrais revenir sur quelques éléments de l'ADN de l'IRD. D'abord, l'IRD, c'est donc un EPST qui travaille dans un partenariat équitable scientifique au Sud. Équitable, ça c'est très important parce que ça renvoie à beaucoup d'éléments extrêmement précis. Hein, donc on est vraiment, on fait très attention à ce que nous apportons comme solution durable grâce à nos recherches. Hein. J'ai en tête le protocole de Nagoya, mais pas que. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un échange tout à fait équitable. Nous sommes dans la co-construction avec nos partenaires, et ces partenaires au Sud, c'est évidemment
des chercheurs, mais c'est des universités, ce sont des ministères de la recherche, mais aussi d'autres ministères. Et bien entendu, c'est avec ces partenaires au Sud qui sont extrêmement divers, eh bien nous travaillons aussi avec des fondations. Nous avons d'ailleurs ce travail avec les fondations a été relativement récemment élargi. Bon, parce que nous avons au sein de l'IRD un grand pôle développement qui travaille de plus en plus avec toutes sortes de bailleurs. Alors le mot bailleur, moi on le prend en compte, hein, les bailleurs, bon voilà, ce sont des financeurs, mais ce qui est beaucoup plus important, et je le vois aujourd'hui par exemple avec ce que j'ai entendu de la Fondation Orange, c'est pas simplement un apporteur de finances, c'est vraiment des personnes, des institutions qui apportent leur point de vue. Alors, pour ces fondations, eh bien, on a développé des fondations, d'abord en devenant membre associé du Centre français des fonds et fondations, le CFFF, j'ai toujours du mal avec les sigles. Donc ce Centre français des fonds et des fondations est pour nous une plateforme très très importante parce que ça nous permet de mieux nous situer dans la galaxie des fondations, et puis parce qu'il y a des rencontres qui sont organisées, et notamment autour de sciences, développement et philanthropie. Mais nous avons aussi développé des fondations avec BNP Paribas en matière de biodiversité. Nous avons eu 4 projets dans des projets de recherche lauréats Climate and Biodiversity Initiative. Ça, c'est vraiment très important. Nous avons aussi développé un partenariat avec la Fondation Croix-Rouge française, et puis bien sûr des projets avec en santé, Mérieux, évidemment, Pasteur, évidemment, qui n'est pas une fondation, mais Mérieux a sa fondation, et qui est évidemment dans la période où nous vivons, eh bien, ce sont des acteurs avec lesquels nous travaillons de plus en plus. Alors, oui, la zone méditerranéenne, mais pas que. Je pourrais répondre ensuite à des questions sur des applications plus précises avec lesquelles nous travaillons, des endroits avec lesquels nous travaillons avec ces fondations. Mais ces partenariats sont appelés à se développer parce qu'aussi le monde des fondations est en train de se renouveler, et l'IRD est ravi de pouvoir le faire. Voilà. Merci beaucoup Corinne. On passe en effet maintenant à l'opérationnalisation de cette stratégie, et tous les acteurs concernés sont évidemment invités à y contribuer. Bouna, maintenant, donc on a parlé de la formation technique et de l'objectif d'insertion professionnelle des apprenants et apprenantes. Quel impact ont les projets que vous menez sur les citoyens en devenir et citoyennes en devenir que sont vos apprenants et apprenantes? Tout à fait. Alors, au-delà de l'impact social, je rappelle que notre cible, quand même, c'est des jeunes en difficulté, c'est des jeunes en quête d'insertion. En gros, on n'ira pas implanter une école le long de la Corniche à Dakar, pour ceux qui connaissent, pour les enfants des gens qui habitent là-bas. On est plutôt, en même temps que la Fondation Orange, on est à Yeumbeul, à Guédiawaye, dans la banlieue, parce que c'est aussi ça l'ADN de Simplon. Au-delà de cet impact social qu'on recherche, c'est-à-dire sur la partie insertion professionnelle, on essaie aussi, on n'a pas la prétention de transformer les gens, mais de contribuer aussi à leur transformation. Parallèlement à la formation technique, aujourd'hui, en tout cas nous, notre expérience sur le terrain nous montre que les jeunes manquent terriblement de compétences, ce qu'on appelle les soft skills, l'anglicisme, les soft skills, les compétences transversales. C'est-à-dire que la technicité, en général, ils sont très débrouillards, ils arrivent à maîtriser. Derrière, c'est comment je m'insère dans une entreprise, comment je ne suis pas éjecté de l'entreprise parce que je ne sais pas bien me comporter et je n'ai pas le relationnel qu'il faut. Et on travaille beaucoup sur cet aspect-là pour les rendre justement plus employables. Et là, l'Agence universelle de la francophonie, qui est un partenaire privilégié de Simplon aussi, en Afrique, est en train de monter un centre d'employabilité dans lequel le Simplon aussi va apporter sa contribution. Donc au-delà de cet impact social qui est directement lié à l'insertion professionnelle, désormais on essaie aussi de mesurer l'impact économique. Parce que c'est hyper important en fait, quand un jeune vient nous voir en disant ça fait 1 an que je fais rien, je suis diplômé, j'ai un master en sociologie et derrière ça fait 1 an que je fais rien, on le forme en 7 mois, il devient développeur, il se retrouve dans une entreprise de la place, il gagne 1 000 €, 1 200 €.
c'est comme moi, hein. Moi, mon salaire, c'est pas que pour moi, hein. C'est pour la tante, c'est pour la cousine, c'est pour les enfants, c'est pour les nièces, etc. Et on essaie aussi de savoir aujourd'hui quel est l'impact économique d'avoir formé un jeune qui passe en 7 mois de chômeur, diplômé chômeur, et qui gagne en tant que développeur chez Société Générale 1 200 €. Quel est l'impact aussi sur la communauté? Et ça, on commence progressivement à mettre en place les outils pour mesurer ça. Et aussi, on développe vraiment la citoyenneté. Parce que nous, nos formations, elles sont gratuites grâce aux bailleurs, aux financeurs. C'est totalement gratuit, accessible à tous. Mais derrière, on demande aussi aux jeunes de faire un peu de give back. C'est-à-dire pas de rembourser la formation, mais d'aller par exemple former des femmes en milieu carcéral ou d'aller former des enfants. Et on essaie d'éveiller un peu la citoyenneté aussi des jeunes pour dire tout simplement que la compétence, le salaire, tout ne suffisent pas, mais derrière aussi, et c'est en lien avec les ODD, tout ce qu'on dit autour de Tech for Good, etc., et avec lesquels on travaille beaucoup avec l'IRD dans les pays. Et je finirai juste pour dire en fait ce travail que le MAE fait sur le partenariat multi-acteurs, c'est tellement pertinent et nous on y est dedans. C'est-à-dire aujourd'hui quand on travaille Tech for Sale entre IRD, Make Sense, Simplon, on est en train d'impacter toute la chaîne des valeurs. Et j'en veux pour exemple, je reviens de N'Djamena où on a lancé le FSPI avec l'IRD et Make Sense. Simplon s'occupe de la formation et on est en train de lancer une licence en gestion de la donnée. Pourquoi? Parce qu'à l'université de N'Djamena, les chercheurs qui sont là-bas, ils disent nous on a énormément de données, on ne sait pas quoi en faire. Simplon vient avec l'expertise, le référentiel, on met en place une licence. Les futurs chercheurs vont être formés à la gestion de la donnée puisqu'on a un référentiel data et derrière, ça nourrit la recherche. Et de l'autre côté, il y a Make Sense qui promeut l'innovation, l'entrepreneuriat et ça peut être figé sur le même public. Donc le partenariat multi-acteurs, pour moi, il est doublement bénéfique. Tout simplement parce que ça rassure la cible, ça rassure les bénéficiaires, mais ça rassure aussi les financeurs. Aujourd'hui, les financeurs, ils sont très contents quand on vient les voir en mode consortium parce qu'ils disent, nous, l'argent qu'on a, on ne peut pas donner à Simplon, à Make Sense, à machin, à Budula, truc. Mais quand ils voient des consortiums solides, ça les rassure. Et surtout quand on leur montre dans le dossier que toute la chaîne des valeurs est impactée et chaque partie prenante du problème prend en charge un volet lié à son expertise tout en tirant un fil rouge qui montre la cohérence de tout ça. Merci, merci beaucoup Bouna pour toutes ces explications et ces précisions importantes aussi. Je passe rapidement donc à la parole à Françoise Cosson pour nous parler du contexte actuel de crise sanitaire dans lequel nous sommes. Vous faites partie des fondations qui agissent, d'entreprises qui agissent à l'international et qui se sont mobilisées aussi pour répondre aux effets de la crise sanitaire. Donc pouvez-vous nous parler des projets que vous avez mis ou des actions que vous avez mis en place? Oui, tout à fait. Alors, la première chose, c'est qu'on a été aux côtés de nos partenaires, les associations, les structures que l'on soutient tout au long de l'année et des bénéficiaires de ces structures. Donc, en leur proposant des formations en ligne, en leur proposant des tablettes, en leur proposant en tout cas de garder le lien avec ces bénéficiaires, parce qu'on sait que quand on perd le lien avec les bénéficiaires, c'est très difficile de les ramener dans les structures. Donc, on a essayé d'être agile, d'agir un peu dans l'urgence. Et puis au fil du temps, c'est vrai que ça s'est organisé et que les structures ont pu mettre en place des formations à distance, dotées de tablettes, d'ordinateurs, de smartphones, les bénéficiaires qui n'en avaient pas. Donc ça, c'est la première chose que l'on a fait. Ensuite, d'un point de vue santé et sanitaire, on a eu des dotations exceptionnelles du groupe Orange. Donc on a pu débloquer et engager des fonds dans le soutien à la crise sanitaire. Depuis avril 2020, ce sont à peu près 11 millions d'euros que l'on a engagés dans 25 pays, alors sous différentes formes. En Afrique, on a fait beaucoup d'envois de kits sanitaires avec des gants, des masques, du gel, des combinaisons. On a fait aussi de l'envoi d'argent pour travailler des programmes spécifiques avec chaque ministère de la Santé en fonction des problématiques locales. On a fait des programmes de santé maternelle et infantile dans certains pays
pays aussi d'Afrique, donc vraiment des projets ciblés. Et donc là, on envoyait plutôt de l'argent et c'était fait avec nos équipes locales. En France, on a fait des dons pour du soutien aux équipes, au personnel soignant, la Croix-Rouge, la PHP, la Fondation des hôpitaux français Paris. On a accompagné aussi des étudiants en précarité parce qu'on s'est rendu compte au milieu de la crise qu'effectivement c'est une population qu'on n'avait pas tellement adressée. Donc on a proposé des cartes SIM prépayées, des kits de connexion, des aides alimentaires parce qu'on se rendait compte que c'était dans une grande précarité. En Europe de l'Est, on a travaillé aussi sur de l'éducation à distance avec des fonds. Voilà. Et dernièrement, avant l'été, on a envoyé des fonds pour accélérer la vaccination dans les pays d'Afrique. Donc voilà, beaucoup d'engagement. Sur la culture aussi, on a continué de soutenir les structures, notamment les festivals qu'on accompagne qui ne pouvaient pas tenir leur festival. On a financé quand même les éditions blanches pour pouvoir relancer les festivals. Et là, la bonne nouvelle, c'est que cet été, ils ont pu reproposer des programmations. On était toujours à leur côté. Donc ça, je pense que le partenariat, c'est aussi ça, c'est que c'est bien dans les beaux moments, mais dans les mauvais moments et dans les situations difficiles, il faut être à leur côté. Donc on était là dans cette crise sanitaire. Merci beaucoup. En effet, là, on voit aussi toute la complémentarité des actions publiques et privées et de la réactivité et de la capacité de réactivité et d'innovation et de réactivité des fondations dans cette période de crise et qui, surtout dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, comme vous en avez parlé. Donc, il nous reste juste 10 minutes pour faire un échange avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions particulières à poser au panel. Vous êtes les bienvenus. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour, merci beaucoup. J'aurais une question pour Madame Bruno Meunier. Vous avez dit que vous aidiez les chercheurs, vous essayez de faire en sorte que les chercheurs aillent plus vite, que la recherche c'était un temps long, mais que dans le cadre de votre méthodologie, de vos collaborations, vous essayez de les faire aller plus vite. Comment vous faites pour les faire aller plus vite ? En fait, quand je dis aller plus vite, la formule est un peu rassemblée. C'est-à-dire que faire prendre conscience qu'il y a évidemment le temps long de la recherche, mais selon les thématiques, il peut y avoir des applications de leur recherche qui peuvent être mises en œuvre plus rapidement. Et on l'a vu lors de la réponse au Covid. C'est-à-dire qu'il y avait des recherches, des laboratoires qui travaillaient déjà, je ne sais pas moi, sur le séquençage génomique. Alors, je ne suis pas une scientifique, alors je ne veux pas m'aventurer, mais il y a eu une accélération, vous voyez, il y a eu une accélération de l'utilisation d'une recherche qui est déjà en cours. Par exemple, on est présent en Haïti. Vous avez vu le séisme qui s'est déroulé. On était en train de mettre en place un laboratoire mixte international en matière de surveillance des activités sismiques dans ce pays. Et bien là, il y a une accélération de façon à ce que les recherches qui sont déjà en cours peuvent être plus rapidement mises en œuvre. Par exemple, c'est les techniques, c'est le directeur de recherche qui m'a expliqué ça, les techniques de mise en œuvre pour évaluer tout de suite la fragilité des bâtiments qui ont été frappés par le séisme, eh bien on va plus rapidement les mettre en place, plus rapidement rechercher, même dans les laboratoires, à améliorer l'existant pour pouvoir répondre à ces crises. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc oui, il y a un temps long qu'on ne pourra pas, évidemment, et qu'il ne faut pas toucher, mais il y a, des phases dans la recherche qu'il faut tout de suite avoir en tête pour pouvoir les améliorer, les appliquer, etc. C'est un peu ça. Alors, les chercheurs IRDiens, comme on dit dans notre jargon, ont tout à fait conscience de cela. Et d'ailleurs, dans leur recherche, il y a toujours cette volonté de participer aux solutions durables. Alors, malheureusement, ce qui se passe aussi, c'est que
encore une fois, je redis le mot urgence, partout, il y a urgence à travailler ensemble, les chercheurs, les décideurs politiques, et c'est évidemment un énorme défi. Et on essaye d'attirer d'ailleurs vers l'IRD les talents, tout le monde se les dispute, mais les talents, ils sont pour nous au sud. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas trop prendre la parole, mais on a beaucoup de programmes aussi de renforcement des capacités de la recherche en Afrique. Et je voudrais dire qu'au-delà de ce renforcement de capacités, il y a déjà une excellence scientifique en Afrique, qui n'attend plus d'ailleurs les bailleurs voilà. Elle existe déjà et il y a déjà des solutions qui sont là en œuvre avec les chercheurs africains et on essaye de se fédérer d'ailleurs au niveau de l'Union européenne aussi avec un gros projet qui s'appelle Arise et qui va permettre de lancer, qui a déjà lancé un appel d'offres, un appel à projet de chercheurs en Afrique, mais déjà confirmé pour booster les laboratoires existants. Donc il y a vraiment un besoin d'accélération. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je crois qu'il y a des... Ah, il y a une main qui se lève et je crois qu'il y a aussi des questions en ligne. D'accord. Bonjour, merci pour la qualité des présentations, j'ai vraiment apprécié. J'avais une question pour Monsieur Khan et Madame Bruno Meunier, parce que j'ai vu que Tech4 Sahel s'est fait en collaboration. Tech4 Sahel s'est fait dans les pays du Sahel, notamment le Mali, où il y a certaines zones à insécurité. Et j'ai l'impression que, enfin c'est mon humble avis, les populations qui vivent dans ces zones-là bénéficieraient beaucoup de la formation technologique et tout, du numérique. J'aimerais savoir si vous arrivez à les toucher, ou bien sinon, quelles dispositions vous comptez mettre pour justement aller vers ces populations-là? Après, je vous laisserai la parole. Excellente question. Donc, évidemment, on travaille dans certains pays dans des environnements de sécurité compliqués. J'ai envie de dire, c'est un peu au quotidien qu'on essaye de se projeter sur ces terrains. On évalue les risques et vous avez raison, il faut impérativement qu'on touche ces populations. Alors, je n'ai pas en tête le détail mais des populations qui sont impactées par nos projets, mais évidemment, on essaye d'aller au plus proche de ces populations. Vous avez parfaitement raison. On n'a pas d'outils, nous particuliers, IRD, pour pouvoir se projeter dans ces zones. On est tous les intervenants du pays et internationaux essayent de comparer leurs moyens de faire les choses, mais c'est vrai que c'est une difficulté. Après, on peut faire venir les gens dans des projets, les déplacer, mais c'est un véritable défi. Et en même temps, Tech4 Sahel, c'est aussi une manière de répondre à ces défis. Ça, c'est clair. Alors, très bonne question. Alors, nous, chez Simplon, par exemple, on a quand même des règles de sécurité à respecter. On a un comité de sécurité, s'ils disent, qui donne son go ou no go. Mais ce qu'on fait, c'est que les jeunes, ils n'attendent pas. C'est-à-dire que si la formation se fait en partenariat avec ODC, parce que si on prend le cas du Mali, l'ensemble des activités sont faites un peu sous l'ombrella de Orange au sein du ODC Mali. Les jeunes, ils vont quitter Gao pour venir à Bamako, parce qu'ils ont compris qu'ils ont là une chance parfois unique de se former gratuitement et de trouver un travail. Sinon, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est on mise beaucoup sur le renforcement des capacités des acteurs locaux, en fait. Là où on parle, et je donne un exemple, à Bobo Dioulasso, actuellement, au moment où on parle, on est en train d'accompagner Sira Lab, qui est à Bobo Dioulasso. Nous, on ne peut pas y aller comme on voudrait, mais derrière, on a des formations en ligne, on a une plateforme qui s'appelle Simple Online, où la formation, n'a en ligne que de nom, puisque les formateurs et les apprenants sont logués sur une plateforme et peuvent travailler. Donc voilà, on essaie de jongler un peu tout en préservant aussi notre sécurité, parce que derrière c'est un peu compliqué. Mais globalement, retenez que le jeune, quand il a envie, il vient. Il vient en capitale, il vient là où on est, il nous trouve, parce que les centaines et des centaines de jeunes qu'on forme, ce ne sont pas forcément des jeunes de Bamako ou de Ouagadougou.
Je peux compléter, c'est vrai qu'à la Fondation, on s'appuie beaucoup sur les acteurs locaux et sur nos équipes locales qui sont déjà dans ces zones. Donc du coup, c'est vrai qu'elles respectent les règles de sécurité, mais on n'envoie pas de nouvelles personnes dans ces zones, mais on fait porter les projets par des personnes qui y sont déjà. Et c'est vrai qu'on a ouvert une maison digitale pour ces populations dans des zones de sécurité compliquées, et on continue en tout cas les projets. C'est vrai qu'on pense à ces populations, on est très attentifs. Moi, je voudrais rajouter aussi un mot par rapport au local et avec la présence de nos ambassades qui jouent aussi un rôle extrêmement important dans la mise en réseau et toute la sécurisation aussi sur place et le lien avec les partenaires aussi sur place. Et voilà. On va prendre vu l'heure, il nous reste 2 minutes, on va prendre une dernière question. Ouais. Et bonjour à tous. Je vous remercie pour la qualité de vos exposés qui étaient très pertinents. J'ai 2 questions, je ne sais pas si j'ai la possibilité de les poser. Et la première, elle s'adresse à Madame Bruno. Bruno. Et j'aimerais savoir en fait comment est-ce que vous choisissez vos thématiques de recherche. Est-ce que vous regardez une situation particulière dans un pays? Par exemple, tout à l'heure, vous nous avez parlé des collabs sur la femme et nutrition qui a été déployée au Niger et au Mali. Donc, comment est-ce que vous avez choisi cette thématique de recherche sur ces 2 pays particuliers? Et l'autre question, elle s'adresse à M. Canet et à Mme Françoise. Et on ne peut pas parler du numérique sans parler de l'accès à l'Internet, surtout en Afrique. Et dans le monde rural, par exemple, il y a un accès très limité d'Internet en Afrique. Donc j'aimerais savoir si est-ce que vous avez des politiques de collaboration, surtout avec Orange, qui travaille dans ces domaines d'accès à Internet. Est-ce que vous avez des politiques de collaboration pour toucher le monde, surtout qui n'a pas cette possibilité de travailler avec les numériques? Je vous remercie. Alors, juste, je vous indique que la session est finie. Voilà. Donc, on va essayer de grignoter 30 secondes pour que vous avez 30 secondes pour répondre. Moi, je peux répondre sur la partie, ça va être très rapide, sur la partie Orange. Nous, dans les activités de la Fondation, on les déconnecte complètement des activités réseau et business de l'entreprise. Donc nous, on n'est pas du tout sur la connexion, et c'est bien pour ça que dans les écoles numériques et dans toutes les solutions qu'on propose, on est sur du offline. Donc je botte pas en touche, mais c'est vrai que pour la partie fondation, après on est très présent dans les pays, et bien sûr on travaille sur la couverture de tous les pays dans lesquels on est présent. Mais nous, on va plutôt travailler avec des partenariats sur l'électrification pour pouvoir faire marcher les tablettes, pour pouvoir avoir de l'électricité dans nos centres et dans nos structures. Mais on n'est pas du tout, et c'est dans les statuts de la Fondation, on ne peut pas du tout être sur les sujets de connexion qui sont des sujets business de l'entreprise. Je confirme que c'est déconnecté comme la partie business. Moi, je monte régulièrement au créneau pour aller discuter avec Orange Burkina. Ils sont autonomes de faire leur propre popote interne. Donc du coup, moi, on négocie avec les opérateurs pour avoir une couverture. Sinon, l'autre option, c'est de bien faire comprendre aux financeurs, parce que sinon, ça ne marche pas. Vous avez parfaitement raison. Si on propose des formations numériques, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas que la connexion. On négocie et on met ça dans les budgets, on fait comprendre aux financeurs effectivement que c'est des postes quand même assez importants, sinon le projet ne peut pas se faire. C'est de la négo pour le coup. Hein. Voilà, merci beaucoup à tous. Ouais. On peut continuer les échanges ensuite. Donc merci beaucoup à tous, à nos 4 panélistes, et à vous tous. Bon appétit.